Félix Tshisekedi est préoccupé par la situation sécuritaire au pays, dans l'Est, dans le Nord-Est et même aux portes de Kinshasa, la capitale avec le phénomène Mobondo. Le chef de l'État a instruit le ministre de l'Intérieur de renforcer les dispositifs sécuritaires pour veiller sur la population. Le fauteuil de Daniel Bumba à l'hôtel de ville de Kinshasa risque de se noyer avec les pluies quotidiennes. Suite au tollé de la population, le gouvernement et la présidence de la République ont diligenté des missions d'enquête pour examiner et évaluer la gestion du gouverneur de la capitale. Les militaires ont pris le pouvoir en Guinée-Bissau à la veille de la publication des résultats de la présidentielle de ce dimanche. Umaro Sissoko, qui annonçait déjà son triomphe, a été arrêté par des militaires vers midi, sans violence. Ils disent suspendre tout le processus électoral, le temps de rétablir l'ordre dans le pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Félix Tshisekedi a présidé mardi à la Cité de l'Union africaine la 3e réunion restreinte du gouvernement. Le chef de l'État est revenu principalement sur la situation sécuritaire à la fois dans l'Est, dans la partie Ouest, mais aussi spécifiquement dans la périphérie de Kinshasa avec le phénomène Mobondo. Il a à cet effet instruit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et celui de la Défense de renforcer les dispositifs sécuritaires mis en place et de veiller à la protection des populations. À l'ordre du jour de cette réunion tenue conformément à l'article 54 de la Constitution, la communication du président de la République, les différents points d'information, mais aussi l'examen et l'adoption des textes. On prit part à cette importante réunion, renseigne la présidence, quelques membres de l'exécutif parmi lesquels le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, les ministres de la Santé et de la Formation professionnelle, ainsi que le vice-ministre de l'Intérieur. Abordant la question sur la situation sécuritaire à la fois dans l'Est et dans la partie Ouest du pays, spécifiquement dans la périphérie de Kinshasa avec le phénomène Mobondo, le président Tshisekedi a instruit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et celui de la Défense de renforcer les dispositifs sécuritaires mis en place et de veiller à la protection des populations. Au chapitre point d'information, le VPM en charge de la Défense nationale a fait les points de la situation opérationnelle. Il a été précédé par les vice-ministres représentant le VPM en charge de l'Intérieur qui, à son tour, a adressé l'état de l'administration du territoire. Pour sa part, le ministre de la Santé clôturant ses points a informé de l'annonce dans les prochains jours de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Kasaï. Le ministre de la Formation professionnelle représentant le ministre de la Justice en mission a présenté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège prenant cours à partir du 3 décembre 2025. À Durban, en pleine réunion du comité exécutif du forum parlementaire de la SADC, le président de l'Assemblée nationale, Emeboji Sangara, a livré une mise au point diplomatique majeure. Face à ses homologues, il a rétabli la vérité sur les causes réelles de l'insécurité en RDC, tout en réaffirmant l'engagement du pays dans les processus régionaux visant une paix durable. Il a également rappelé le rôle central de la diplomatie parlementaire pour soutenir les efforts du chef de l'État en faveur de la stabilité nationale. En parallèle du processus de Washington, le gouvernement de la RDC mène des négociations avec le M23 dans le cadre du processus de Doha. De ces discussions, les deux parties ont signé le 15 novembre dernier un accord cadre devant aboutir à un accord global pour la paix, la stabilité et la restauration de l'intégrité nationale. Malgré cette évolution, les tensions persistent car les graves violations des droits de l'homme continuent d'être observées dans les zones occupées par les forces armées du Rwanda et leurs supplétifs du M23. Malgré les cessez-le-feu librement consentis par les deux parties, les forces de défense rwandaises et le M23 n'ont pas cessé de mener des attaques sur des axes connus, comme étant des routes vers les entre cette invasion des forces rwandaises et l'exploitation illicite de nos minéraux à l'est de notre pays. Donc cette situation appelle dans la SADC à beaucoup de vigilance, notamment de notre part, nous parlementaires qui représentons les peuples de notre communauté. S'il y a aujourd'hui un processus de Washington, c'est uniquement parce que le Rwanda refuse d'honorer ses engagements. Le Rwanda avait boudé la dernière réunion qui était organisée sous les auspices du président angolais, qui avait travaillé pendant longtemps pour que nous puissions trouver un compromis de paix,
Mais malheureusement, le président Kagame a voulu ne pas se présenter. Alors, une recommandation dans le sens d'encourager le Parlement de la SADC à déployer ses efforts diplomatiques pour mettre la pression sur le Rwanda afin qu'il respecte ses engagements issus du processus que je viens de décrire, mais aussi en respect de la résolution 2773 des Nations Unies du Conseil de sécurité qui avait demandé au Rwanda de se retirer sans condition du territoire congolais. Pendant ce temps, à Kinshasa, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a pris part à la cérémonie de lancement des activités du réseau des femmes mandataires publiques de la RDC, organisée en collaboration avec le ministère du Portefeuille. Un moment fort marqué par la solidarité féminine, le leadership et la volonté d'impulser une gouvernance plus équitable dans les instances de décision publique. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, l'honorable Clotilde Moutita, a pris part ce lundi 24 novembre à la cérémonie solennelle de lancement des activités du réseau des femmes mandataires publiques de la RDC, organisée à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Cette initiative vise à promouvoir un cadre structuré d'échange, de solidarité et de renforcement des capacités entre femmes occupant des fonctions de responsabilité dans les entreprises et établissements publics. Dans son intervention, son Excellence Madame la Ministre du Portefeuille a salué la bravoure et la détermination des initiatrices du réseau, tout en soulignant l'importance d'un accompagnement durable à ces types d'initiatives. Madame Julie Chikou a également reconnu et salué la masculinité positive du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement constant en faveur de la promotion des femmes dans les institutions publiques. Représentant la Chambre basse à ses assises, avec à ses côtés l'honorable questeur Chimène Poulipouli, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Clotilde Moutita, a exprimé son soutien à cette dynamique porteuse en réaffirmant l'importance d'une gouvernance inclusive et paritaire. Ce lancement a rassemblé plusieurs figures féminines influentes issues du monde politique, administratif et économique dans un esprit d'unité et de responsabilités partagées. Et tel que le reportage vient de le souligner, c'était un événement placé sous la conduite de la ministre du Portefeuille. Le réseau des femmes mandataires publiques accompagnera et renforcera désormais la participation des femmes au cœur de la gouvernance publique. Mandataire public, RFMP en sigle, est un cadre inédit dédié à la promotion du leadership féminin dans la gouvernance de l'État. Chers mandataires publics, la fonction que vous occupez n'est pas seulement une fonction de représentation ou de gestion. Elle est avant tout une responsabilité juridique, encadrée par les articles 457, 480 et 487 de l'acte uniforme de l'OHADA, qui définissent vos attributions en tant que membre des organes d'administration, de direction et de contrôle. À cette occasion, la ministre du Portefeuille, Julie Chikou, a rappelé que les femmes jouent un rôle essentiel dans la modernisation de l'État, la transparence, la bonne gouvernance et la performance des entreprises publiques. Le lancement du réseau des femmes mandataires publiques marque aujourd'hui une avancée importante pour notre architecture institutionnelle. Ce réseau n'est pas seulement un cadre de rencontre, il doit devenir un véritable outil stratégique au service de la modernisation du portefeuille de l'État. Elle a également salué la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont la vision ouvre davantage d'opportunités aux femmes pour accéder aux fonctions stratégiques. La création du RFMP marque une étape décisive, un espace de collaboration, un réseau de compétences, un véritable levier de transformation pour renforcer la qualité de la gestion publique et la confiance entre l'État, ses partenaires et les citoyens. Mesdames les mandataires publics, vous avez la capacité d'insuffler une nouvelle dynamique, d'élever des standards managériaux et de contribuer à rétablir la confiance entre l'État, les partenaires et les citoyens. Le ministère du Portefeuille, que j'ai l'honneur de diriger, a engagé un processus de recrutement résolument fondé sur la compétence, garantissant à chacun et à chacune une égalité réelle des chances d'accéder aux fonctions de leadership et aux entreprises publiques. Chères femmes mandataires publiques, vous portez la confiance de l'État, la fierté des femmes de ce pays et l'espérance de milliers de jeunes filles qui regardent aujourd'hui et qui se projettent demain à travers vous.
Le ministère du Portefeuille réaffirme ainsi son engagement à accompagner et renforcer la participation de femmes au cœur de la gouvernance publique afin d'impulser une nouvelle dynamique au sein des entreprises de l'État. Dans sa démarche de vulgariser les résolutions sur la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabuya, a été reçu ce mercredi par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa au centre Lindunge. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités ont échangé sur la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que celle de la société civile africaine reconnaissant les génocides commis en RDC par le Rwanda, et ce, depuis plus de 3 décennies. Une victoire éclatante de la diplomatie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appuyé par la distinguée première dame Denise Nyakeru, que le cardinal a salué avec bienveillance, qui rencontre selon lui les attentes de l'Église catholique. Il a apprécié la démarche du ministre des Droits humains, tendant à jouer réellement son rôle des relais entre l'Église et l'État congolais, en ce sens qu'elle milite également pour la promotion et le respect des droits de l'homme. Pour sa part, le ministre Samuel Mbemba Kabuya a remercié les cardinals pour sa disponibilité de les recevoir et son engagement à vulgariser ses résolutions au sein de l'Église catholique. L'objectif était de lui remettre les 2 premières résolutions reconnaissant les génocides commis en République démocratique du Congo. Il faudrait que le peuple congolais, en parlant du génocide, puisse dire au monde que nous sommes visés d'extermination à cause de notre territoire, à cause de nos terres, à cause de nos minéraux. À noter que cette démarche va se poursuivre ce week-end où le vendredi 28 novembre, le ministre va recevoir dans son cabinet les chefs des confessions religieuses et le samedi 29, les ONG des droits de l'homme. Le retour de la pluie menace le fauteuil de Daniel Bumba à l'hôtel de ville de Kinshasa. Chaque goutte d'eau tombée du ciel démontre le retard ou l'absence des travaux d'entretien de la capitale pendant la saison sèche qui a pourtant été particulièrement longue cette année à cause du changement climatique vécu dans le monde entier. Obligés d'agir, le gouvernement et même la présidence de la République ont plongé leur nez dans la gestion de Kinshasa. Alors qu'une exception a été soulevée pour freiner les élans des différentes assemblées provinciales au pays vu la guerre en cours, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, promoteur en plus de cette initiative, est quand même en train de traquer le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba. Jour après jour, la grogne populaire n'est fait qu'enfler dans la capitale où les conditions sont de plus en plus invivables. Au-delà des crises génériques comme le chômage ou le manque d'électricité et d'eau, on observe presque fatalement des fléaux tels que le banditisme urbain, les embouteillages, l'insalubrité et le retour de la pluie n'est que la cerise sur le gâteau. Puisqu'il faut un coupable, au vu de cette catastrophe, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a dû mandater une mission de l'inspection générale de la territoriale pour auditer la gestion de la ville de Kinshasa. Elle fouillera dans les comptes de l'hôtel de ville depuis 2024, examinera les procédures d'exécution des marchés publics et évaluera l'état d'avancement des travaux dans la capitale. On pourrait attribuer cette célérité à un règlement des comptes entre l'exécutif provincial et la tutelle suite à un récent échange des documents dans les médias sur la gestion des fonds alloués aux sinistrés des catastrophes naturelles au premier trimestre 2025. Les deux autorités se sont rejetées la faute pendant que les manifestants se faisaient dégager à coups de sabots aux abords du palais du peuple. Seulement, la présidence de la République aussi semble inquiète quant à la gestion de la ville. Le directeur de cabinet du chef de l'État a ordonné une mission de 48 heures à partir de ce jeudi 27 novembre pour mener une évaluation circonstanciée des opérations du fonds d'aménagement de Kinshasa. Il est vrai que contrairement à son prédécesseur direct, Daniel Bumba a engagé d'importants travaux d'asphaltage de plusieurs kilomètres de route à Kinshasa. Seulement, la lenteur constatée dans l'exécution rend tous ces efforts nuls et surtout avec le retour de la pluie sans pitié ces dernières semaines. À Likasi, dans le Haut-Katanga, la Chituru Mining Corporation est encore confrontée à la saisie qu'elle qualifie d'illégale de sa production suite à une décision
inique de justice qui avait été interdite d'application par l'ancien ministre. Une situation confuse qui met en danger l'emploi de 1200 travailleurs car l'employeur chinois menace de fermer son entreprise si l'État congolais continue de laisser faire une telle arnaque de la part de son ancien avocat conseil, Joël Kazadi, du barreau de Kinshasa-Matete, qui réclame des honoraires de 50 millions de dollars américains à l'entreprise SMCO. Et depuis maintenant près d'une année, nous les travailleurs de SMCO souffrons de voir notre compagnie se faire piller avec l'appui de la police et des gens du parquet. L'extorsion est connue et une enquête avait été permise de faire arrêter et suspendre des influences dans ce dossier. Le ministre de la Justice précédent avait pris des dispositions pour que SMCO et ses travailleurs rentrent enfin dans leurs droits. Nous sommes encore une fois déçus de voir que le nouveau ministre de la Justice, trompé par ces bandits qui jouissent de l'influence d'un frère de notre président, accepte de contredire les décisions précédentes pour laisser ces bandits et escrocs mettre à mort une entreprise qui nourrit plus de 1000 travailleurs et leurs familles à Likasi. Comment la famille présidentielle est encore citée dans le malheur des travailleurs? Comment le nouveau ministre de la Justice peut se laisser berner et influencer par des voleurs au point de soutenir l'agression d'une entreprise minière qui paye les taxes et emploie des Congolais et leurs familles? Nous, travailleurs congolais, en avons assez des mauvais coups de soi-disant membres de la famille de notre président. Nous, travailleurs congolais et nos familles, en avons assez d'être attaqués par nos policiers et autorités censées nous défendre. Nous ne nous tairons plus cette fois. Nous attendons une réponse claire de notre président à cette question. Les travailleurs et le peuple doivent-ils encore être sacrifiés pour les intérêts de privés jouissant d'influence? Que faites-vous de la promesse? Le peuple d'abord. Une entreprise est ce qui nourrit le peuple. Elle doit être protégée et non agressée au détriment de ses travailleurs. À l'occasion du lancement de la campagne internationale 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme, les autorités provinciales du Kasaï, avec l'appui de l'Association de santé intégrée pour le développement durable, ainsi que celle des Nations Unies, ont initié une série d'actions de sensibilisation pour dénoncer les violences basées sur le genre et promouvoir la protection des femmes et des jeunes filles. L'Association de santé intégrée pour le développement durable, ASBEL, ainsi que plusieurs organisations du système des Nations Unies ont apporté leur appui au gouvernement provinciaux pour le lancement de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles au Kasaï. La cérémonie organisée dans la salle La Rose de Chikapa a été présidée par la ministre provinciale de l'Hygiène, Famille et Enfants, Alphonsine Boudou-Zanga, qui a représenté le gouverneur Crispin Mukendi Boukassa. Cette année, les 16 jours d'activisme s'articulent autour de 3 thèmes majeurs. Les thèmes d'intervention internationale, la violence numérique et appel à l'inaction collective pour y mettre fin. Le thème national, tous unis pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Le thème provincial, briser le silence face aux violences numériques, protégeons les femmes, les filles contre les violences en ligne. Dr Jules Omokongi, directeur technique adjoint de l'ONG ACID. Cette manifestation cadre avec la vision de notre ASBEL. Clément Joseph Mouyaya est co-leader du surclasse VBG pour le Kasaï. Nos remerciements s'adressent à toutes les organisations membres du sous-cluster VBG pour les soutiens qu'ils ont eu à mettre pour lancer ces activités, plus particulièrement à ACID ONG. Monsieur Lambert Lossambé, représentant du groupement Osango Paifonder, était également présent. La population du Kasaï, c'est de dénoncer tout cas de violence, c'est d'éviter tout ce qui est arrangement à l'amiable et de se pointer, d'utiliser nos différents canaux de signalement, notamment
Le numéro vert qui est 156. Acide Asbel et plusieurs autres ONG mèneront durant ces 16 jours des actions de sensibilisation dans 18 zones de santé du Kasaï afin de lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux jeunes filles et de promouvoir la masculinité positive. Depuis son retour dans son fief, le sénateur Dani Banza ne cesse d'échanger avec les différentes couches de la population. Cette fois, c'est la notabilité du Grand Katanga qui a été reçue par ce digne fils du terroir. Il y a des jours comme ça, à la résidence du sénateur Dani Banza Maloba. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours ici. La cellule de coordination des notables katangais, conduite par son président Raphaël Mututa, est venue s'assurer que leur fils est bel et bien rentré au pays en bonne santé. Quoi de plus normal que de dire merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la première dame, Denise Nyakeru, pour leur implication personnelle pour que l'ambassadeur Dani Banza Maloba bénéficie d'une protection. Nous sommes venus voir l'ambassadeur honoraire, M. Dani Banza, notre fils, qui a connu un séjour très prolongé à l'étranger. Alors nous étions très inquiets. Nous l'avons rencontré, il nous a expliqué, puisqu'on ignorait les tenants et les aboutissants de cette prolongation-là. C'était une très grande préoccupation pour la communauté katangaise en général et la notabilité en particulier. Il nous a tout expliqué, comment le problème lui est arrivé, et en conclusion, nous remercions beaucoup le chef de l'État ainsi que la première dame, Denise, qui ont pu garantir son retour ici à Lubumbashi. Non seulement il est arrivé, et cet état de santé, cette garantie reste encore dans leur propre main. Si Dani Banza est encore ici à Lubumbashi, s'il est en vie, c'est-à-dire il est encore dans les mains de la famille présidentielle, plus précisément le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nyakeru, à qui nous rendons hommage et nous remercions beaucoup. Que Dieu soit loué pour cette cause. Merci beaucoup. Désormais, symbole de l'espoir et de la renaissance de l'idéologie katangaise, les sénateurs Dani Banza Maloba bénéficient du soutien tous azimuts de toutes les couches sociales du Katanga qui désormais s'identifient en lui. Lutte permanente et acharnée contre la fraude du cacao. Des nouvelles manœuvres mises à nu en territoire de Béni. Une cargaison de cet or noir enfoui dans des bidons d'huile à première vue a été interceptée à la frontière congolaise de Kassindi. Désormais, toutes les cargaisons frauduleuses déjà interceptées seront mises en vente et les fonds seront affectés dans différents projets de développement en cours dans la province, annonce David Kamoua, directeur de cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, de remercier tous les services et associations qui ont collaboré pour l'arrestation et le traquage des fraudeurs du cacao. Comme vous le savez, nous sommes pendant la période des grandes saisons et nous remarquons que les fraudeurs ne tarissent pas d'initiative pour changer des mécanismes de fraude. Comme vous le constatez ici, il s'agit de 16 bidons en apparence transportant de l'huile de palme, mais alors qu'en réalité, il s'agit du cacao. Et ce cacao a été saisi à Kassindi et nous annonçons ici au nom de l'autorité que nous allons poursuivre cette opération pour décourager tous les fraudeurs. Et désormais, le cacao saisi sera vendu et les résultats de cette vente seront affectés à la construction des infrastructures. Donc ici, nous voulons dire à tout le monde qui s'adonne à la fraude que désormais, la province et tous les services sont sans pitié puisque nous n'allons pas pardonner. Nous allons vendre tout ce que vous voyez là-bas. Vous voyez les gros camions derrière moi. Il y avait une grande quantité et vous voyez les bidons qui sont ici. Et toute cette quantité sera vendue pour les comptes du Trésor, mais également pour être affectée aux infrastructures. Donc, nous voulons encourager les services ici qui ont contribué et leur demander de redoubler encore d'efforts pour que nous puissions traquer toute personne qui va s'adonner à cette complicité de fraude du cacao dans notre province.
Alors qu'il rêvait d'être proclamé ce jeudi président réélu de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo a plutôt été arrêté par des troupes menées par le chef de l'armée de terre ce mercredi. Sans violence, il a pu informer les médias qu'il est détenu depuis midi en compagnie de quelques fidèles. Quelques heures plus tôt, il s'est disputé encore un plébiscite dans l'opinion avec son principal challenger au scrutin de ce dimanche 23 novembre. Des militaires ont annoncé dans l'après-midi de ce mercredi prendre le contrôle total de la Guinée-Bissau, suspendre le processus électoral et fermer les frontières. Une annonce faite via un communiqué lu depuis le siège de l'état-major des armées dans la capitale. Bien avant, le président Umaro Sissoco Embalo avait lui-même annoncé aux médias qu'il était en train d'être arrêté. Il a affirmé vers midi que des hommes en uniforme avaient fait irruption au palais alors qu'il se trouvait dans son bureau. Le chef d'état-major général des armées, le général Biagé Nantan, le vice-chef d'état-major, le général Mamadou Touré et le ministre de l'Intérieur, Bouché Kandé, ont été arrêtés en même temps que lui. Tous seraient détenus dans les locaux de l'état-major. Aucune violence n'aurait été commise à l'encontre du chef d'État et des officiers arrêtés lors de ce coup d'État qui aurait été dirigé par le chef d'état-major de l'armée de terre. Selon plusieurs sources, des tirs ont été entendus en milieu de journée près du palais et à proximité des locaux de la commission électorale. Des hommes en treillis ont également pris position sur le principal axe menant à la présidence. En Guinée-Bissau, l'élection présidentielle qui a eu lieu dimanche 23 novembre aurait donné vainqueur le président sortant avec 65% de voix, selon son propre décompte. Les résultats du scrutin auraient dû être rendus publics ce jeudi. Ces dernières heures, le camp du sortant, tout comme celui de son principal adversaire, l'outsider Fernando Dias da Costa, revendiquait la victoire. Dimanche, les votes s'étaient déroulés dans le calme, mais en l'absence du principal opposant, Domingos Simoes Pereira, empêché de se présenter. En perspective de la Cannes qui pointe à l'horizon, le ministère du Tourisme en partenariat avec les think tanks RDC Stratégie lance Léopard Business Village. En réalité, il s'agit d'un projet promoteur de tourisme, d'affaires, de la culture et de la coopération panafricaine en marge de ce grand rendez-vous sportif. Il sera créé à Rabat, au Maroc, un village économique pour positionner la RDC comme destination touristique phare, riche en diversité et en potentiel économique. Le projet a été présenté à Kinshasa par les ministres du Tourisme Didier Manzenga en présence d'autorités congolaises et marocaines. Ce village sera installé à Rabat du 20 décembre 2025 au 17 janvier 2026. Il fera office d'ambassade temporaire de la RDC pendant toute la compétition. Sur place, on retrouvera des expositions, des panels économiques, des rencontres d'affaires, des concerts et des animations culturelles, le tout sous les thèmes RDC au cœur de l'Afrique. La Cannes 2025, j'ai résolu de m'en servir comme un levier stratégique pouvant permettre à notre pays d'asseoir sa diplomatie économique, culturelle et surtout d'assurer la promotion du tourisme congolais en vue de redorer et de renforcer l'image de notre pays sur la scène africaine et international. Le président du think tank RDC Stratégie, Bodom Matungulu, explique que ces villages permettra de mettre en avant le tourisme, l'économie, la culture et l'innovation congolaise. À travers le Léopard Business Village, Expo Cannes 2025, la République démocratique du Congo ne vient pas seulement participer à la Cannes, elle vient rayonner, elle vient construire, elle vient influencer, elle vient ouvrir des portes pour des entreprises, pour sa jeunesse, ses talents et ses institutions. Pour les supporters voyageant au Maroc, l'ambassade rappelle l'importance de l'application Yala pour obtenir les Fan ID et, si nécessaire, les e-visas. Avec ces projets, la RDC veut montrer un visage nouveau, un pays dynamique, ouvert à la coopération et prêt à saisir les opportunités économiques du continent. Les Léopard Business Village se présentent ainsi comme un espace où se rencontrent sport, culture et diplomatie. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Félix Tshisekedi est préoccupé par la situation sécuritaire au pays, dans l'Est, dans le Nord-Est et même aux portes de Kinshasa, la capitale, avec le phénomène Mobondo. Le chef de l'État a instruit le ministre de l'Intérieur de renforcer les dispositifs sécuritaires pour veiller sur la population. Le fauteuil de Daniel Bumba à l'hôtel de ville de Kinshasa risque de se noyer avec les pluies quotidiennes. Suite au tollé de la population, le gouvernement et la présidence de la République ont diligenté des missions d'enquête pour examiner et évaluer la gestion du gouverneur de la capitale. Les militaires ont pris le pouvoir en Guinée-Bissau à la veille de la publication des résultats de la présidentielle de ce dimanche. Umaro Sissoko, qui annonçait déjà son triomphe, a été arrêté par des militaires vers midi sans violence. Ils disent suspendre tout le processus électoral, le temps de rétablir l'ordre dans le pays. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.